La relativité restreinte nous dit qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais peut-on la ralentir? Et si oui, peut-on aller plus vite qu'elle sans contredire la physique? Pour répondre à ces questions, il faut déjà comprendre ce qu'est la lumière. La lumière est composée de photons. D'après la relativité restreinte, il se déplace à 299 792 458 mètres par seconde, soit près d'1 milliard de km/h, ce qui en fait la particule la plus rapide de l'univers et la vitesse maximale atteignable en théorie. Pour atteindre cette vitesse, le photon ne possède tout simplement pas de masse, et ne possède également aucune énergie, d'après la formule d'Einstein, E égale m fois c au carré, avec E qui désigne l'énergie propre que possède chaque corps en joules, étant égal à m, la masse de ce corps multipliée par la célérité de la lumière au carré, soit environ 300 000 km par seconde, ce qui est égal à 0. En effet, plus on se rapproche de cette lumière, plus on a besoin d'énergie pour accélérer, jusqu'à avoir besoin d'une énergie infinie pour l'atteindre, car il est impossible de l'atteindre pour un corps possédant une masse. Cependant, cette vitesse est vraie uniquement dans le vide. Lorsque la lumière traverse certains matériaux, elle peut être ralentie. Dans un milieu matériel, elle se déplace à une vitesse C1 égale C sur n, avec n l'indice de réfraction du milieu, celui-ci étant lié à la densité du matériau. Plus l'indice de réfraction est grand, plus sa vitesse diminue. Donc plus le matériau qu'elle traverse est dense, plus sa vitesse diminue. Par exemple, dans l'eau, sa vitesse n'est que de 225 millions de mètres par seconde, ce qui explique le fait que votre paille dans un verre d'eau semble être cassée. Dans le verre, elle est de 195 millions de mètres par seconde, et dans le diamant, elle n'est que de 125 millions de mètres par seconde. Attention, ceci dit, dans le vide et dans l'air, elle est toujours de 300 000 km par seconde, ce qui ne contredit pas la relativité restreinte. Mais alors, est-il possible d'aller plus vite que la lumière dans un milieu dense, vu qu'elle est ralentie? Eh bien oui, et ce n'est même pas que théorique. C'est ce qui se passe dans les chambres de refroidissement de centrales nucléaires. Vous voyez cette lumière bleutée? C'est ce que l'on appelle l'effet Vavilov-Cherenkov, ou plus simplement radiation Cherenkov. Mais quelques explications s'imposent. L'élément plongé dans le bassin de refroidissement est radioactif. Il va émettre principalement des radiations bêta, c'est-à-dire des électrons en grande quantité. C'est le résultat d'une fission nucléaire. Mais laissez-moi vous expliquer. Dans la nature, il existe deux types d'atomes. Les atomes avec un noyau stable, comme l'oxygène ou le fer, et des atomes avec un noyau instable, c'est-à-dire lorsqu'il y a trop de particules dans le noyau. C'est pour cela qu'il va émettre des radiations pour évacuer ce trop-plein d'énergie. Lorsque l'on envoie un neutron sur un noyau instable, celui-ci va l'absorber. Mais certains noyaux instables peuvent se casser en deux en relâchant 2 ou 3 neutrons. Ces neutrons peuvent rencontrer d'autres noyaux instables, les fissurer à leur tour, et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne. Lorsqu'il se casse en deux, le noyau émet de l'énergie sous forme de chaleur et de radiation bêta, donc des électrons. La valeur de la vitesse des électrons est de 300 000 km par seconde, soit celle de la lumière dans le vide. Ces particules se déplaceront alors plus vite que la lumière dans le milieu, 225 millions de mètres par seconde. Ok, mais pourquoi cela provoque-t-il de la lumière bleutée? Alors. Les atomes sont les principaux composants de la matière. Ils sont constitués d'un noyau, composé de neutrons et de protons, et d'électrons orbitant autour. Fun fact, le noyau d'un atome est 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même, ce qui veut dire qu'à l'échelle, si une balle de tennis représente le noyau, alors l'atome lui-même a un rayon de près de 3200 mètres. Oui, un atome est composé à plus de 99% de vide. Bon, revenons à nos histoires d'orbite électronique. Les électrons orbitant autour du noyau de l'atome ne se déplacent pas anarchiquement, ils se déplacent par couches. Chaque couche correspond à un niveau d'énergie. Les électrons ne peuvent se trouver entre les couches. Pour passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, l'électron capte pile poil la bonne quantité d'énergie, principalement sous forme de photons. Pour passer d'un niveau supérieur à inférieur, il émet de l'énergie sous forme de photons. En se déplaçant dans un milieu, lorsqu'une particule rencontre un atome, elle perturbe ses couches électroniques, c'est-à-dire que les électrons s'écartent, puis reviennent à leur place initiale. Ce déplacement de couche électronique émet un photon, donc de la lumière, avec une prédominance pour le bleu ou les ultraviolets. On parle alors de polarisation. Cette perturbation se produit sur toute la trajectoire de la particule, soit 10 milliards de fois par mètre. Lors du déplacement de la particule, les ondes émises par chacun des atomes se superposent de façon désordonnée. Elles ont tendance à se compenser et ne sont jamais en phase. Mais lorsque la particule se déplace plus vite que la lumière dans le milieu,
une sorte de sillage se produit. Les ondes se retrouvent en phase à la surface du cône. C'est l'effet Cherenkov. Ce phénomène est comparable au bang supersonique lié au dépassement de la vitesse du son. Le cône lumineux est bleu en surface mais éteint en son centre. Il s'élargit au fur et à mesure que la particule avance. Son accumulation crée la fameuse lumière bleutée observée. Deuxième fun fact. Lors des missions Apollo, les astronautes se plaignaient souvent de flashs lumineux blancs pendant leur mission. Les astronautes étant en dehors de l'atmosphère protectrice de la Terre, ils se sont pris toutes les radiations cosmiques et les vents solaires dans la gueule. Ce phénomène est donc dû à un effet Cherenkov qui a lieu directement dans leurs yeux, lorsque les particules cosmiques traversent le liquide des globes oculaires, l'humeur aqueuse. Ah, et si vous vous demandez, oui, ça peut se produire sur Terre, 1 ou 2 fois par an en moyenne. Si vous voulez briller en société, ça s'appelle un phosphène. Contexte historique. Dès les années 1910, ce phénomène était déjà observé grâce aux travaux sur la radiation de Marie Curie. Celle-ci observe que l'eau soumise à une source radioactive produit de la lumière. Jusqu'en 1926, l'explication de ce phénomène était la fluorescence. Mais les analyses montrèrent que le spectre lumineux produit était continu, alors que celui de la fluorescence est discontinu. De plus, à partir de 1934, Pavel Cherenkov prouva que la radiation produite est indépendante de la composition du liquide, ce qui est incohérent avec la théorie de la fluorescence. Cet effet fut donc décrit rigoureusement par Sergei Vavilov et Pavel Cherenkov, 2 Islandais. Non, bien évidemment, ils sont russes. Ce phénomène peut être utilisé par les astrophysiciens pour détecter les rayons gamma cosmiques. Lorsque la particule entre dans l'atmosphère, elle émet une lumière Cherenkov. La mesure de son angle d'ouverture indique sa vitesse et sa nature, alors que l'axe du cône lumineux permet de déterminer sa direction de trajectoire. Cela permet de percer les mystères des phénomènes les plus violents de l'univers. Les physiciens peuvent également détecter des neutrinos par effet Cherenkov dans de grandes cuves d'eau, comme celle-ci ou celle-ci. Car lorsque celui-ci frappe un électron d'une molécule d'eau, il crée une lumière Cherenkov.